Bonjour. Bonjour. Alors, pourriez-vous vous présenter personnellement donc vos études et votre parcours professionnel? Très bien. Donc, je m'appelle Gérard Fédila, j'ai une formation à la base de gestion. J'ai créé le cabinet Steelworking en 1993. Avant, j'ai travaillé en tant que consultant dans un cabinet de recrutement généraliste. Donc, le cabinet Steelworking a été créé en 1993. C'est un cabinet qui est spécialisé dans le milieu de l'informatique, où on recrute donc pour nos clients des personnes de Bac+2 et ça peut monter jusqu'à Bac+6. Les recrutements sont majoritairement sur du middle, c'est-à-dire tout ce qui est ingénieur d'affaires et ingénieur technique ou fonctionnel. Bien entendu, il nous est arrivé de faire quelques postes dans le top management, notamment un poste de directeur général il n'y a pas très longtemps. D'accord. Et donc, c'est dans tous les domaines d'activité, enfin tout type d'entreprise. Absolument, absolument. Nous travaillons sur tout type d'entreprise, mais c'est vrai que quand je vous dis que nous sommes spécialisés dans l'informatique, c'est que l'informatique a ses us et coutumes qu'on ne retrouve pas ailleurs. Et c'est pour cette raison que je vous dis, nous, on est quand même très spécialisés dans ce milieu-là, parce que c'est un milieu qui va extrêmement vite. D'accord. Voilà. Parce que, évidemment, les technologies évoluent, donc il faut. Absolument, absolument, absolument. Ça va à la vitesse de l'évolution des technologies. Et alors, vous faites pas de la formation dans ce domaine, c'est-à-dire pour faire évoluer au niveau des connaissances technologiques ou pour vous faites pas de la. Ah non, absolument pas. Non, non. Non, Nous, non. nous sommes ce que l'on appelle un cabinet de recrutement. Donc, nous travaillons essentiellement, je dirais essentiellement, par approche directe. C'est-à-dire que nous avons un réseau, nous avons bien entendu des gens clairement identifiés dans les entreprises. Et pour ce faire, nous les contactons, voir s'ils ont des velléités de changement. D'accord. Partant de là, nous les recevons en entretien et présentons les dossiers chez nos clients. Et ensuite, c'est notre client qui prend la main. Et nous, bien entendu, nous avons un suivi de ce dossier. Et vous vous occupez d'étudiants aussi? Absolument, absolument. Alors, c'est vrai que à côté de mon métier de consultant en recrutement, je suis enseignant dans une école d'ingénieurs qui s'appelle l'Epitech, qui est une école qui est aujourd'hui reconnue dans le monde de l'informatique, où là, je m'occupe d'étudiants des premières jusqu'en 5e année. Alors, qu'est-ce que vous leur dites? Alors, ce que je leur dis, alors déjà, j'ai mis en place des cours donc, à l'Epitech, qui sont des cours sur le CV, sur le courrier d'accompagnement, et j'ai un autre cours qui est axé sur les simulations d'embauche. Voilà. Donc, si vous voulez que nous parlions un petit peu Vos petits secrets. de ce qu'on leur dit, du petit secret de recruteur. Alors, clairement, nous on part d'un principe. C'est vrai que quand un candidat, un étudiant se présente dans une société, il va jouer un rôle. Pour nous, c'est un petit peu du théâtre. Le recruteur joue son rôle, le candidat aussi. Alors, c'est vrai que pour le rôle, comme pour un comédien, il faut le connaître par cœur. Alors, un entretien, déjà, se prépare. Il est bien évident que quand on voit une personne arriver en entretien, comment vous dire, la fleur au fusil, ça se voit tout de suite, et même parfois le recruteur n'a même pas envie d'aller plus loin. Il faut que le candidat montre déjà un intérêt pour la société. Bien entendu, au préalable, il aura fallu qu'il se soit renseigné sur cette société, également sur la personne qu'il va voir, ce qui va lui donner un petit peu la tendance du discours à tenir. Il est clair que si on voit une personne technique, on va dire que ça va être un entretien technique. Si on voit une personne RH, on va dire que ça va être un entretien dit un peu plus psychologique. Donc, déjà, on se prépare. Ensuite, il y a le CV. Donc, le CV, il faut qu'il soit clair. Et surtout, il faut qu'on y retrouve les mots-clés. Le CV, c'est un peu la vie donc, du postulant. Et cette vie, il faut la connaître par cœur. À savoir, à la question, pourquoi vous faites ces études? À ce moment-là, il faut donner une réponse claire, précise et surtout qui se tienne. Il faut éviter le style de réponse, j'ai fait ces études parce que je ne savais pas quoi faire. Ça, ce n'est pas bon. Ensuite,
dans le CV, on va apprendre les différentes phases, à savoir quel est le stage qui vous a le plus déplu, quel est le stage que vous avez fait qui vous a le plus motivé. Et il est clair qu'il faut, là encore une fois, également être concis et précis, et surtout ne pas être en contradiction avec ce qu'on a dit avant. Chose importante également sur le CV, c'est, moi ce que j'appelle la rubrique, les renseignements complémentaires. Il faut faire extrêmement attention avec cette rubrique. Une rubrique qui, au premier abord, n'a rien à voir avec le recrutement, peut, quelque part, vous mettre dans une mauvaise position. Si, par exemple, je vous dis n'importe quoi, vous mettez lecture. Parce que bien souvent, on est tenté à mettre des tas de choses, histoire de remplir un petit peu cette partie-là. Et la première question du recruteur, quel est votre auteur préféré? Si votre seul livre du chevet n'est qu'un vulgaire magazine ou autre, vous n'allez peut-être pas parler de la même chose. Donc là, si le recruteur juge que vous avez un petit peu gonflé cette partie-là, il risque de remettre en cause tout le reste de votre CV. Et vous aurez à vous battre 2 fois plus. Également, en préambule, chose que j'oubliais, mais une chose importante, Sacha Guitry disait « Méfie-toi de ta première impression, c'est souvent la bonne ». Là, il faut faire je vois que ça vous fait sourire, il faut faire extrêmement attention, dans le sens où, à la première approche, un candidat qui fait une bonne impression, l'entretien se passera toujours mieux qu'un candidat qui a fait une mauvaise impression à sa première approche. Voilà, j'espère que j'ai été précis. C'est-à-dire dès le coup de téléphone, en fait. Absolument. L'entretien commence au premier contact, que ce soit écrit ou verbal. Voilà. Quand vous recevez un CV par mail, par exemple, et que déjà sur la première ligne, c'est bourré de fautes d'orthographe, parfois vous n'avez pas trop envie d'aller plus loin. Et souvent, je peux vous dire que l'orthographe est, je pense, quelque chose auquel il faut axer, surtout pour des bacs plus 5 qui font des fautes, on se dit mais c'est pas possible. Moi je reçois des candidats qui m'écrivent « Je me permets de vous adresser mon CV, je me permets ET ». Par exemple. Donc on se dit, cette personne est bac plus 5, il y a déjà une faute sur la première ligne, est-ce que c'est à lui que je vais confier un cahier des charges? Est-ce que c'est à lui que je vais confier mes projets? Donc, c'est clair que, surtout aujourd'hui, on arrive à une période, et comme je dis bien souvent aux candidats, on est en période de guerre aujourd'hui, on cherche aujourd'hui des conquérants, on cherche aujourd'hui des battants, d'accord? Parce que il faut savoir que le degré d'exigence des entreprises a augmenté aujourd'hui. Aujourd'hui, on recherche les meilleurs. Voilà. Parce que, quel changement Écoutez, déjà les entreprises, et là je n'invente rien, recrutent beaucoup moins. Vu le contexte économique, les gens ont peur. Et ça, on peut les comprendre. Ça, on peut les comprendre. Maintenant, à côté de ça, nul ne pourra vous dire aujourd'hui, ça va reprendre le mois prochain. Personne ne vous dira ça. On n'en sait rien. Tout le monde navigue un petit peu à vue. Alors, vous avez 2 types d'entreprises. Vous avez celles qui recrutent et celles qui recherchent. Alors, vous allez me dire, c'est la même chose. Là, je vous réponds non, c'est pas pareil. Celles qui recrutent, elles ont un réel besoin identifié. Donc là, ils doivent faire un remplacement ou une création, besoin d'un service. Donc celles-ci, malgré tout, ont un degré d'exigence qui a augmenté par rapport à ces dernières années, mais ils vont malgré tout recruter un candidat qui va être en adéquation avec ce qu'ils recherchent. Vous avez à côté les sociétés qui recherchent. Alors celle-ci, c'est assez particulier, parce que c'est plutôt des outils de communication en disant on recrute, mais finalement, ils recherchent le mouton à 5 pattes. Je dirais même à 6 pattes. Et là, on est en train de vous dire, parce que nous, en tant que prestataire, on est en train de vous dire, si vous me trouvez l'exception, je suis preneur, sinon, ça ne m'intéresse pas. Mais, on recrute quand même. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut bien faire la nuance. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Et vous voyez
Des évolutions. Alors, quel type de postes aujourd'hui sont très demandés? Quel Alors, type de sont pas du tout demandés? alors aujourd'hui, les postes les plus en vogue, bon, ce sera toujours les princes des sociétés, ce sont les commerciaux. Voilà. Ce sont les postes les plus en vogue aujourd'hui. Pourquoi? Aujourd'hui, un commercial va être un petit peu la personne qui va ramener le chiffre dans l'entreprise. Ça a toujours été les rois dans l'entreprise, ça a toujours été les commerciaux. D'accord? Maintenant, à côté de ça, là aussi, on va être exigeant, puisqu'on va regarder les écoles. Bon, en général, il faut être dans les top 10, voire top 15. Mais ce qu'on va surtout regarder, c'est la personnalité du postulant. Vous savez, aujourd'hui, il faut être clair. Les études sont très importantes. Sont très importantes. Ça permet de donner à l'entreprise une certaine garantie. Mais la personnalité du candidat, à mon sens, est peut-être plus importante. Vous voyez dans quel sens je vous dis ça? Quelqu'un qui a fait de très bonnes études, qui ne sait pas se vendre, n'est tout simplement pas bon en entretien, aura beaucoup de mal à se placer. Quelqu'un qui a fait de moins bonnes études, mais qui saura très bien se vendre, lui se placera rapidement. Maintenant, on a les postes techniques, donc toute la partie ingénierie. Là, on va, pareil, tout comme les commerciaux, ça va être les écoles qui vont primer, et bien entendu, la personnalité des candidats. Après, sur ces deux pôles, commercial et technique, ce qui va beaucoup jouer, ce sont les salaires. Alors, bien entendu, aujourd'hui, beaucoup de personnes déchantent, puisque, quoi qu'on en dise, les salaires ont baissé, de facto, parce que les entreprises prennent moins de risques, d'accord? Et aujourd'hui, il faut que chacun arrive à stabiliser entre ce qu'il vaut réellement et le prix qu'il peut se trouver. Alors, si vous voulez qu'on parle un petit peu du marché du travail en règle générale, là aujourd'hui, on est sur un marché qui est quand même assez particulier. Pourquoi? Le turnover dans les entreprises est malgré tout plus faible. Et ça se comprend. Les personnes ne démissionnent plus pour aller ailleurs, puisqu'ils ne veulent plus prendre de risques. Quelqu'un aujourd'hui qui a une famille à charge, des impératifs financiers, qui est bien dans son entreprise, même s'il pense qu'il n'y a pas assez, ne prendra plus le risque, comme il y a 3-4 ans, de changer pour autre chose. Donc quelque part, des postes se libèrent en gros. Et vous avez en face des entreprises qui recrutent moins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc c'est vrai qu'on est sur un marché qui est un petit peu particulier, et tout le monde espère que ça va évoluer rapidement, dans le bon sens. Tout à l'heure, alors vous parliez d'étudiants bac+5, bac+6. Est-ce que ça vous arrive de voir des étudiants bac+8? Oui, oui. Alors, je veux dire, c'est pas une majorité d'étudiants que nous rencontrons, parce que c'est vrai que nous, sur des formations techniques, bien souvent, c'est bac+5, bac+6. Bon, c'est vrai que bac+8, ce n'est pas une majorité. Mais je pense que la mouvance et la tendance doit être la même que pour des bac+5. C'est-à-dire que vous-même, vous avez vu circuler quand même des CV de docteurs? Alors, nous sommes, sur des marchés où c'est surtout des profils ingénieurs. Maintenant, des personnes qui ont des doctorats. En informatique? Oui, j'en ai vu, oui, absolument. Mais aujourd'hui, si on peut parler fonction, bien souvent, ils se vendent, entre guillemets, sur des fonctions identiques à des ingénieurs. Oui. Voilà. Il n'y a pas de disproportion, ne serait-ce qu'au niveau poste ou au niveau salaire. D'accord. Et bien souvent, c'est vrai que ce sont des profils où les personnes, malgré tout, ont l'air plutôt d'avoir une plus grande stabilité. Puisque c'est vrai qu'on en voit beaucoup moins. Bon, puis c'est vrai que de facto, il y en a moins de toute façon. Donc une plus grande stabilité, c'est-à-dire ils vont rester en entreprise On a cette impression,
Parce que moi, je peux vous dire qu'au sein de notre cabinet, ce sont des CV qui circulent beaucoup. On a beaucoup plus de CV d'ingénieurs que des CV de docteurs. Oui. Ça doit représenter au sein de notre cabinet peut-être 5 à 8% de notre vivier, ce qui est très faible. Ce qui est très faible. Et vous savez pour quel type de poste, vraiment les mêmes types de postes que le Oui, Bac plus 5, oui, technique ou on a absolument, management absolument, surtout technique. Très technique, oui, alors. surtout des postes techniques, surtout des postes techniques. Alors là, nous travaillons actuellement, là c'est vrai qu'on va sortir un petit peu du carcan informatique. Là, nous travaillons actuellement pour une société qui est spécialisée dans l'industrie pharmaceutique, et notamment dans tout ce qui est recherche. Le directeur informatique, donc c'est une personne qui gère, je dirais, entièrement un service, est un docteur. Vous voyez, vous parlez de docteur, c'est un docteur. Alors, me dit en lui-même qu'il ne connaît pas grand-chose en informatique, mais il est vrai que l'un directeur informatique, bien souvent, est une personne qui est là pour gérer un budget et surtout bien s'entourer, plutôt que d'avoir des connaissances en informatique. D'un côté de ça, il y en a qui sont très férus d'informatique et très spécialisés dans ce domaine-là. D'accord. Voilà. Alors un étudiant qui voudrait passer par vous pour être recruté, quel est le process de recrutement? Alors, il y a deux choses. Bon, nous travaillons pas mal sur des annuaires écoles et grandes écoles. D'accord. Donc, soit nous allons chercher la personne au bon endroit suivant sa spécialité. Maintenant, la personne peut faire acte de candidature spontanée au sein de notre cabinet et nous lui disons immédiatement ce que l'on peut faire pour lui. Et juste les écoles, donc les annuaires d'école, c'est annuaires informatiques, vous avez accès à des... Alors, non, informatique et école de commerce également. Oui, non, je veux dire, c'est sur des sites internet qu'on trouve ces... On les achète au niveau des écoles. Ah, c'est des documents papier, oui, c'est un annuaire. Ah, c'est un vrai annuaire, d'accord. C'est un vrai annuaire, c'est un vrai annuaire. C'est un vrai annuaire. Nous, on travaille beaucoup avec l'annuaire, notamment HEC, ESCP, Centrale Paris, Centrale Lyon. Bon, sinon, pour les annuaires techniques, bon, Epitech, j'y suis depuis 2001. Donc là, forcément, là, j'ai mon réseau de l'Epitech, qui est encore une fois une école fort reconnue. Donc j'ai pas de mal à placer les élèves, mais à côté de ça, j'ai les annuaires de l'ESGI, les annuaires de l'SIGETEL, etc., etc. C'est vrai que un chasseur de tête travaille également beaucoup sur annuaire. Et sur les postes, on vous demande telle école ou pas telle école? Absolument, bien souvent, le client me dit idéalement, je souhaiterais rencontrer quelqu'un qui ait fait telle école. Vous savez, aujourd'hui, je pense que chaque école a ses propres particularités. Voilà, on sait que dans telle école, les élèves sont comme ça, dans d'autres, ils vont être comme ça. Et chaque société va s'adapter, va plutôt prendre le candidat qui a plus de chances de s'adapter chez elle. Voilà. Est-ce que les autres seront déjà de cette école? Ou alors, absolument, où ça fonctionne beaucoup comme ça. Quand par exemple, au sein d'une société, il y a déjà des personnes issues d'une école, bon, c'est vrai qu'on se dit, bon, cette école, c'est vrai qu'on en est content parce que voilà, techniquement ça fonctionne bien, ou commercialement ça fonctionne bien, ou ils ont des bons profils. Voilà. Mais encore une fois, il ne faut pas perdre de vue que la personnalité du candidat joue énormément. Parce qu'à l'université, il n'y a pas beaucoup d'annuaires, par exemple. Donc pour ces personnes, comment ils font? Alors, ces personnes, au niveau des universités, alors, soit ils postulent directement, mais ce que je conseille malgré tout aux étudiants, c'est d'être très présent sur les réseaux sociaux. Parce que vous consultez? Déjà, oui. Pour chaque... Chaque fois que l'on a une recherche, que fait-on? On va d'abord à la facilité. Je ne vais pas vous dire qu'on ne prend pas, comment dirais-je, une petite cuillère pour casser des pierres. On va d'abord à la facilité, et puis après, suivant le degré d'exigence, on avance pas à pas. Mais les réseaux sociaux
sont déjà de bons tremplins. Et d'ailleurs, quand vous avez une personne aujourd'hui qui est dans l'informatique, d'accord, on se dit ce n'est pas possible qu'il ne soit pas dans les réseaux sociaux. Ce n'est pas possible. D'accord. Voilà. Alors, le fait d'être dans les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut qu'il y ait malgré tout du contenu. Bien sûr. Des Voilà. compétences, des Absolument. langages Absolument. informatiques. Il faut quelque part que l'on puisse retrouver les mots-clés que l'on a sur un CV. Parce qu'il est clair qu'un recruteur, quel qu'il soit, ce qui l'intéresse, c'est les mots-clés. À partir du moment qu'on a lu un CV, et puis un CV se lit en première lecture, en 5 secondes. Vous lisez en diagonale, et si quelque chose vous interpelle, vous allez aller plus loin. Mais normalement, ça se lit très rapidement, un CV. Très rapidement. Voilà. Merci. De rien.